la semaine dernière. On va prendre une grosse demi-heure pour terminer le cours, puis ensuite on corrigera ensemble un problème. On a presque fini le cours en fait. Ok, alors il est 8 heures passées. On va pouvoir démarrer. Donc je vous rappelle juste, avant de démarrer à proprement parler, où on en était rendu, dans le plan du cours qui est donné dans le polycopier, on avait abordé le grand 5 sur le chapitre des alcools, donc la formation d'ester et d'acétal. Et donc on avait vu la semaine dernière, tout d'abord, on avait parlé des acétals, sur la formation, sur le rôle également. J'avais ouvert une parenthèse sur le rôle en tant que groupement protecteur et sur la notion de groupement protecteur. Après, on avait embrayé donc sur l'estérification. Alors, la version en fait dite de Fischer, alcool plus acide carboxylique en présence d'un catalyseur acide donne un carboxylate, un ester d'acide carboxylique. D'accord. Et donc, on avait terminé par ça, c'est la diapositive qui est affichée actuellement à l'écran, qui était finalement le mécanisme de l'estérification dite de Fischer, c'est-à-dire alcool plus acide carboxylique en présence d'un catalyseur. Alors, je vous avais dit, je vais démarrer à partir de là donc le cours, je vous avais dit que cette réaction était une réaction équilibrée, ce qui d'ailleurs peut poser, peut être un handicap en termes de mise en œuvre de réaction. Alors, justement, ça me permet donc de poursuivre avec d'autres méthodes d'estérification, toujours à partir des alcools, on est toujours dans le chapitre sur les alcools, mais qui sont cette fois-ci des réactions qui ne sont pas réversibles. En fait, comme vous le voyez ici, si vous faites réagir un alcool, cette fois-ci non plus avec un acide carboxylique, mais premièrement avec un chlorure d'acyle, on obtient le même ester que tout à l'heure. Alors, le coproduit n'est pas le même, c'est du chlorure d'hydrogène, mais cette fois-ci, la réaction est totale. Elle n'est pas réversible, ce n'est pas un équilibre, on a une réaction qui est totale. Ce qui est effectivement plus intéressant du point de vue préparatif. Alors, l'autre possibilité, donc, c'est d'utiliser un autre dérivé d'acide carboxylique, qui cette fois-ci est un anhydride d'acide carboxylique, donc c'est cette molécule-ci, ici. D'accord. Là encore, la réaction avec un alcool conduit toujours au même ester, d'accord. Et le coproduit, cette fois-ci, est différent, c'est un acide carboxylique. Là encore, cette réaction est une réaction qui est totale et il n'y a pas d'équilibre, ce qui est plus intéressant du point de vue préparatif. Voilà. Je vous laisse prendre note de ces deux équations bilan très importantes, donc qui expriment la possibilité de former des esters à partir d'alcool selon des processus qui sont irréversibles.
C'est bon pour tout le monde? Non, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Pas de souci, pas de souci. C'est bon pour moi. Merci. Bien, alors, les esters dont on vient de parler, ce sont des esters d'acide carboxylique, donc des esters purement organiques. D'accord? Alors, on peut aussi envisager de transformer les alcools, cette fois-ci non plus en esters organiques, mais en esters d'acides minéraux, ou inorganiques si vous préférez. Alors, les esters d'acides minéraux, il y en a deux peut-être plus importants que les autres. Les premières familles d'esters d'acides minéraux, ce sont ce qu'il y a ici écrit là, ce sont les nitrates d'alkyle. Alors, les nitrates d'alkyle, donc qui sont des esters d'acides minéraux, ils sont formés par réaction toujours de l'alcool avec de l'acide nitrique. Hein, donc ça, j'ai décomposé la molécule, mais c'est de l'acide nitrique, HNO3, en formule brute. Alors, c'est une réaction, ce n'est pas écrit sur la flèche, mais c'est une réaction ici qu'il faut faire à froid. Cette réaction, donc, est une réaction qui est réalisée à froid, et donc cette réaction conduit à la formation du nitrate d'alkyle, et puis à de l'eau, hein, comme coproduit. Alors, ces nitrates d'alkyle, en fait, ce sont des molécules qui sont des explosifs. Et dessous, je vous ai mis un exemple alors bien connu, hein, donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous certainement, hein, d'explosif. La molécule que je montre ici avec ma souris, là, c'est de la nitroglycérine. Donc, la nitroglycérine, bon, vous savez tous hein, que c'est la nitroglycérine, un des constituants en fait de la dynamite. Hein. Donc ça, c'est le constituant donc de la dynamite, la nitroglycérine. Cette nitroglycérine est donc un nitrate d'alkyle qui est formé par réaction du glycérol. Hein, la molécule ici, ce triol ici, c'est ce qu'on appelle du glycérol. Glycérol que l'on met en réaction avec toujours de l'acide nitrique. Hein, donc pour obtenir cette nitroglycérine. Donc je vous déconseille vivement de reproduire cette expérience dans votre garage, hein, sachant que la nitroglycérine, c'est quelque chose qui est tendance à exploser très facilement. Très instable. Monsieur, et du Oui. coup, cette réaction, elle est équilibrée ou totale cette fois-ci? Ce sont des réactions qui sont totales. Merci. Donc, ce premier exemple d'ester d'acide inorganique, le nitrate d'alkyle, il y a un deuxième exemple. Chaque fois, il me fait le même coup. Voilà. Alors, voilà, hop, je suis désolé, mais à chaque fois, il me fait le même truc. Je ne sais pas pourquoi. Il me fait ça. Toc. Et voilà. OK. Alors, autre exemple, ce sont les hydrogénosulfates d'alkyle. Les hydrogénosulfates d'alkyle sont obtenus par réaction toujours à froid d'un alcool avec l'acide sulfurique. Hein. Ça, en formule brute, ça donne H2SO4. Il s'agit de l'acide sulfurique. Et donc, on obtient l'hydrogénosulfate d'alkyle. Donc, réaction là aussi qui est faite à froid.
Alors, en dessous, j'ai mis une réaction qui est un peu apparentée, même si ce ne sont pas de vrais esters, d'acides minéraux, hein, puisque les mésylates et les tosylates, ce dont on va parler maintenant, ce sont des molécules qui sont finalement organiques, mais il y a un lien de parenté avec les hydrogénosulfates d'alkyle. C'est pour ça que j'ai mis ça ensemble. Donc là, alors on a déjà parlé de ces molécules-là, hein, les mésylates et molécules de la même famille. Tout d'abord, comment est-ce que c'est fabriqué? Puis après, on va revenir sur leurs propriétés. Donc, c'est fabriqué à partir d'un alcool, bien sûr, avec un chlorure. Alors là, c'est du chlorure de méthylsulfonyle. On peut mettre autre chose qu'un CH3. On peut mettre, par exemple, un noyau benzénique, hein, et obtenir un équivalent dit tosylate, d'accord? Mais c'est la même chose. Donc, en fait, une molécule du type chlorure d'alkyle, par exemple, sulfonyle. Généralement, c'est une réaction qui est faite en présence de pyridine, hein, qui joue le rôle de base, en fait, ici. Et ce que l'on obtient à la fin, en dehors du coproduit qui est un sel de pyridinium ici, on obtient une fonction importante en chimie organique de synthèse, qui est la fonction mésylate. On obtient de la même façon la fonction tosylate, hein, qu'on a déjà présentée en travaux dirigés. Alors, cette réaction-là est une réaction qui est très, très importante parce que c'est l'un des moyens, et ça, on l'a vu, on a déjà en fait utilisé ces groupements-là en TD, c'est l'un des moyens importants pour transformer un alcool. Hein. Donc, je vous rappelle que le groupement OH- ici est un mauvais groupe partant, de transformer un alcool en un dérivé qui possède un bon groupe partant. Hein, le groupe mésylate ici est un bon groupe partant. Donc, c'est une méthode très, très pratique, hein, pour transformer un alcool en une molécule qui possède un bon groupe partant pour faire, par exemple, des réactions de substitution nucléophile ensuite. Donc, je vous laisse prendre note, hein, de l'équation bilan. Monsieur, Oui, vous pouvez répéter le nom de... On a du chlorure d'alkyle sulfonyle en présence de... ça, c'est de la pyridine. Merci. Et la pyridine, en fait, joue le rôle de base ici. Hein. Elle va tout simplement aller capturer le proton ici de l'alcool. Hein. Vous voyez que le proton de l'alcool, il se retrouve ici sur la pyridine. Voilà. En fait, c'est des fois, en anglais, on appelle ça un piège, une éponge ou un piège à protons, en fait. Voilà. Alors, si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir dans quelques secondes donc poursuivre par le dernier paragraphe en fait du cours, c'est le grand 6, hein, qui concerne une réaction extrêmement importante qui est la réaction d'oxydation des alcools. Donc, je vais pouvoir passer donc au dernier point, donc quelque chose d'important, c'est l'oxydation des alcools. Alors, tout d'abord, comme vous le voyez ici, les alcools peuvent être oxydés en composés carbonylés. Les alcools primaires, je prends plutôt le pointeur, parce que vraiment la souris c'est fatigant. Hop. Les alcools primaires ici peuvent être oxydés en aldéhyde, mais notez, comme c'est écrit ici, que les aldéhydes peuvent être oxydés à leur tour en acide carboxylique. Quant aux alcools secondaires, ils sont oxydables en cétone. Donc je vous laisse prendre note de ça, hein, les différents stades d'oxydation des alcools primaires et secondaires. Vous voyez que je n'ai pas mis d'alcool tertiaire parce qu'on ne peut pas oxyder les alcools tertiaires.
Donc là, il y a un cas qui mérite effectivement un commentaire, un approfondissement de commentaire. Je viens de vous dire à l'instant que pour les alcools primaires, on les oxyde en aldéhyde, mais que l'aldéhyde pouvait à son tour être oxydé en acide carboxylique. Ça veut dire que se pose un problème de sélectivité. Comment on fait pour s'arrêter là? Comment on fait pour aller jusqu'à l'acide carboxylique? Les deux réactions en elles-mêmes étant intéressantes, on peut chercher à obtenir un aldéhyde ou à obtenir directement l'acide carboxylique. Alors, le premier cas de figure, c'est lorsqu'on utilise les oxydants puissants. Alors, les oxydants puissants, comme je l'ai écrit sur la diapositive, ce sont par exemple les dérivés du chrome 6, dichromate de potassium, trioxyde de chrome, ou du manganèse 7, le permanganate de potassium, en milieu acide sulfurique. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle la famille des oxydants puissants. Et vous avez compris certainement, implicitement, que en présence de ces oxydants puissants, l'alcool primaire était converti en acide carboxylique. Donc ces oxydants puissants permettent de convertir les alcools primaires en acide carboxylique. Bon, alors, vous allez me dire, mais alors comment fait-on si l'on veut obtenir un aldéhyde à partir d'un alcool primaire? Alors, si on veut obtenir un aldéhyde à partir d'un alcool primaire, il y a deux solutions. La première solution, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, et ça ne s'applique qu'à un certain type d'aldéhyde, ça consiste à éliminer l'aldéhyde au fur et à mesure de sa formation. Parce qu'effectivement, avant d'obtenir l'acide carboxylique, on passe par l'aldéhyde, bien sûr. Mais si on peut éliminer l'aldéhyde avant qu'il ne soit suroxydé, eh bien, on va être en mesure d'isoler l'aldéhyde intermédiaire. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Le cas où ça peut bien marcher, par exemple, c'est lorsque l'on peut extraire du milieu réactionnaire l'aldéhyde par distillation. Hein, donc, vous imaginez un montage où on oxyde un alcool primaire avec un de ces oxydants puissants, et puis au-dessus du montage, on a une colonne à distiller, et puis l'aldéhyde étant une molécule très volatile en général, eh bien, on arrive à éliminer, à sortir du milieu réactionnel l'aldéhyde avant son oxydation en acide carboxylique. C'est quelque chose qui est parfois faisable. Encore faut-il effectivement que l'aldéhyde soit suffisamment volatile. Alors l'autre solution qui est généralement la solution la plus utilisée, surtout à l'échelle du laboratoire, c'est de recourir à l'un des très nombreux oxydants doux qui sont connus, hein, qui sont disponibles. Alors, je vous ai mis sur la diapositive quelques exemples d'oxydants doux. Alors, la liste, je pourrais quasiment couvrir une diapositive entière avec tous les oxydants doux qui existent. Alors, je vous en ai mis quelques-uns qui sont assez populaires. Hein. Vous avez ici le réactif de Sarrett, donc trioxyde de chrome dans la pyridine,
ou le réactif de Collins, qui est apparenté, c'est à peu près la même chose, mais en fait, c'est dilué, en gros, pour parler simplement, dans du dichlorométhane. On met moins de pyridine, si vous voulez, et donc, c'est des conditions qui sont plus douces, hein, de manière générale. Un autre oxydant doux, c'est le PCC, dont j'ai représenté la structure ici. C'est un truc très populaire, ça, le pyridium. PCC, ça veut dire pyridium chlorochromate, hein, parce que pyridinium, ça c'est l'ion pyridinium, puis ça c'est le chlorochromate. Hein, donc, en français, c'est chlorochromate de pyridinium, mais tout le monde utilise l'acronyme anglo-saxon. Ça aussi, c'est un oxydant plus doux, hein, qui permet d'oxyder les alcools primaires en aldéhyde. Et puis, pour sortir du chrome, bon, parce que le chrome, c'est bien gentil, mais le chrome, c'est ultra toxique, donc c'est pas vert le chrome. Alors là, les oxydants à base de chrome, c'est tout sauf vert. J'ai mis un oxydant plus vert, hein, qui est une condition d'oxydation qui fonctionne très très bien, qui est l'oxydation de Swern, donc dans lequel vous utilisez du chlorure d'oxalyle ici, donc ClCO, COCl, dans le DMSO, avec traitement à la triéthylamine. Ça aussi, hein, c'est un oxydant doux, hein, qui permet d'arrêter l'oxydation des alcools primaires aux aldéhydes. Il y en a plein d'autres, des choses plus récentes avec des structures assez folkloriques parfois. Bon, voilà, vous en verrez, pour ceux qui feront de la chimie organique plus tard, vous en verrez plein d'autres, il y en a plein d'autres. Sans compter les méthodes de déshydrogénation dont je vais parler dans un instant, qui sont parfois plus vertes, hein, mais je vais en parler dans un instant. Mais ça, c'est pas exactement les mêmes mécanismes, donc je l'ai pas mis avec. Alors, dessous, là, je vous ai mis... Bon, alors, on ne pouvait pas avoir tous les mécanismes d'oxydation de tous les types d'oxydants, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres oxydants. Ici, j'ai mis, en fait, le mécanisme d'oxydation des alcools avec les dérivés du chrome 6, en particulier l'acide chromique. Alors, un petit commentaire, puis après je vous laisserai prendre note de ce mécanisme. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, vous avez un alcool, vous avez l'acide chromique, c'est un acide, donc vous faites un ester, là encore. Hein. C'est un ester d'acide minéral, finalement, hein, comme tout à l'heure. Donc, vous avez perte d'eau, donc vous faites un ester d'acide chromique qu'on appelle un ester chromique, ou un chromate. Hein, voilà. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait ce chromate intermédiaire, bien ici, hein, vous avez tout simplement coupure de liaison carbone-hydrogène, départ de l'hydrogène, et donc formation ici du composé carbonylé, aldéhyde ou cétone, plus un composé du chrome 4. Puis alors le chrome 4 se dismute. Bon, ça, on arrive dans le détail là, hein, mais le chrome 4 se dismute en chrome 3 et en chrome 5. Enfin, là, c'est du détail. Voilà. Donc, je vous laisse prendre note de ce mécanisme d'oxydation des alcools par les dérivés du chrome 6. Est-ce que c'est bon que je peux passer à la dernière diapositive? Ouais. Alors, effectivement, je l'ai évoqué il y a quelques instants, il y a j'allais dire une méthode alternative, hein, pour oxyder les alcools. C'est ce qu'on appelle la déshydrogénation catalytique. Donc ici, vous avez un exemple d'une telle réaction
de déshydrogénation. Hein. C'est une déshydrogénation, c'est l'inverse de l'hydrogénation, hein, une déshydrogénation catalytique. Alors, je laisse prendre note de l'équation bilan, puis je ferai un commentaire. Vous expliquer comment ça se passe un peu au niveau technique. Donc, bien sûr, c'est une déshydrogénation parce que vous voyez que on perd dans le processus, enfin, on dégage dans le processus du dihydrogène. Donc, c'est bien une déshydrogénation. Après, techniquement, en fait, vous voyez qu'on travaille à très haute température, donc l'éthanol est sous forme gazeuse, il a été vaporisé, d'accord? Et ces vapeurs d'éthanol passent sur un catalyseur solide qui est de l'argent ici, ça peut être autre chose, hein. Bon, là j'ai mis un exemple avec de l'argent. Et donc l'argent joue le rôle, hein, de catalyseur, mais c'est un catalyseur solide, et c'est lui qui effectivement catalyse la déshydrogénation de l'alcool. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Je disais que l'alcool sous forme gazeuse, vapeur, passe sur le catalyseur solide, donc l'argent dans l'exemple que j'ai présenté ici, que ce catalyseur solide, il réalise la réaction de déshydrogénation. Il catalyse la réaction de déshydrogénation. Bien. Alors, il nous reste une réaction à voir, et puis après on aura terminé le cours. Ça concerne la coupure oxydante des diols 1,2. Alors, j'aurais dû mettre un titre d'ailleurs ici. Donc, coupure oxydante des diols 1,2. Alors, un diol 1,2, je vous le rappelle, c'est une molécule qui possède 2 groupements hydroxyle, OH, sur 2 carbones voisins. Hein. Donc, 2 carbones voisins, chacun portant une fonction hydroxyle, une fonction OH. Donc, cette coupure oxydante d'un diol 1,2, elle permet d'obtenir 2 composés carbonylés. Ouais, c'est un peu comme si on avait coupé ici au milieu, quoi. Hop, on a coupé là, tout en oxydant. Donc, on a coupé ici au milieu et on obtient donc 2 composés carbonylés. Selon le cas, un aldéhyde ou une cétone. Alors, tout dépend du nombre de substitutions sur le carbone, bien évidemment. Mais on peut obtenir ainsi un aldéhyde ou une cétone. Alors, pour compléter le commentaire, et puis après je vous laisserai prendre note de l'équation bilan, tranquillement, cette réaction est réalisée en présence d'un réactif qui s'appelle l'acide périodique, je l'ai écrit en bas, j'aurais pu l'écrire ici, l'acide périodique, hein, qui est HiO4. Alors, je laisse prendre note de l'équation bilan, puis on verra pour terminer, hein, le mécanisme qui est écrit dessous. Donc en termes, donc l'équation bilan c'est OK. En termes de mécanisme, ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on part du diol dit 1,2 avec l'acide périodique. Ben, on fait un ester encore, hein, c'est comme précédemment. Alors l'ester, il s'appelle ester périodique. C'est un ester cyclique, hein, comme vous le voyez ici. Donc avec perte d'eau, on fait bien un ester. Donc le diol 1,2 plus acide périodique donne après perte d'eau un ester périodique. Et cet ester périodique, comme vous le voyez ici, eh bien, il se réarrange. Hein, vous avez un déplacement en fait de doublé d'électrons. Et en particulier, ce qui est important ici, c'est que vous avez bien la coupure. Hein, la coupure ici de la liaison carbone-carbone. Et on a donc bien coupure de la molécule en 2 fragments.
Bon, là, j'ai mis des fragments génériques, hein, qui sont ces deux composés carbonylés, et on obtient ici HiO3 comme coproduit. Voilà. Alors, sur cette réaction, je vous laisse prendre note du mécanisme tranquillement. Donc, sur cette réaction de coupure oxydante des diols par l'acide périodique, prend fin cette première partie du cours de chimie organique donc, de votre année de CPI2. Vous poursuivrez, je pense, après les vacances, ou un peu, je ne sais pas exactement quand, mais bientôt avec M. Roucou, hein, qui verra avec vous, hein, en 2 mots, hein, les autres fonctions et leur réactivité. Donc justement, les aldydes et les cétones et leur réactivité, où il y a beaucoup de choses à dire. Les acides carboxyliques et leurs dérivés, les amines, et puis vous verrez également les composés aromatiques, l'aromaticité. Donc ça serait le programme de la deuxième partie de l'année que vous verrez avec M. Roucou. Pour ce qui nous concerne, on a terminé ce cours. Donc comme il nous reste un peu de temps, hein, je vous avais promis qu'on corrigerait en fait un problème que je vous avais demandé de regarder, hein, qui est le problème 7, qui d'ailleurs en l'occurrence est un problème qui a fait l'objet d'un examen de vos camarades d'il y a je ne sais plus combien d'années, quelques années en tout cas. Pas si vieux que ça, hein, puisque c'est quelque chose que j'avais adapté au concours des mines ponts d'il y a 4 ans. Hein. Voilà, donc il était bien adapté, parce que les sujets de concours sont assez différemment construits. Alors, ce qu'on va faire, je ne sais pas si l'un d'entre vous a de quoi partager son écran, sinon, je vais servir de scribe. Est-ce que quelqu'un a de quoi partager son écran avec sa correction ou pas? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On va faire autrement. Je crois que je peux peut-être essayer. Eh bien, allez-y, c'est très bien. Mais je ne suis pas du tout sûr que ça va marcher. Eh bien, essayez, puis si ça ne marche pas, je partagerai le mien. Ouais. Est-ce que là, ça marche? Non. Alors, attendez. On ne voit rien venir pour l'instant. Ouais, ça me paraît un peu... Parce qu'en fait, là, sur mon ordinateur, je ne sais pas si ça va être lié. Mais... C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir... non, il faut un module d'extension. Donc non, ça, oui, non, ben, on va laisser les modules d'extension, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je peux toujours essayer de vite exporter et puis que je puisse ensuite, sur les prochains, essayer de montrer ce que j'ai fait. Donc, je vais essayer de faire ça. Ok. Donc, vous pouvez peut-être commencer. On peut peut-être commencer parce qu'en fait, la première question, on n'a rien besoin d'écrire. donc, le problème 7, la première question, on vous dit que le substrat 1, hein, traité par un réactif qui s'appelle le LDA, dont la structure est représentée sur le premier schéma, dans un mélange de solvants, puis on ajoute du iodure d'allyle, d'accord, et on obtient la molécule 2 comme produit majoritaire. Et donc la première question, qui est une question à laquelle on peut répondre de façon tout à fait littérale, enfin orale, c'est quelle est la réactivité du LDA? Alors est-ce que l'un d'entre vous, bah oui, mais j'attends que vous me répondiez quand même, qui veut me répondre à cette première question, la question 1.1, la réactivité de LDA? Moi, je disais que c'est peut-être une base forte. Oui. Dans ce cas-là. C'est une base forte, oui, d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Il y a 2 choses à dire, en fait. Hein. Et est-ce qu'on ne peut pas rajouter quelque chose? Elle est encombrée, la base? Tout à fait. Donc c'est une base forte encombrée, par conséquent... Alors, je précise la question. Donc, c'est une base forte encombrée. La question, est-ce que c'est une base nucléophile ou une base qui n'est pas nucléophile? Elle n'est pas nucléophile. Exactement. Donc, c'est une base forte encombrée. Donc, c'est une base qui n'est pas nucléophile.
C'est ce qu'il fallait répondre à cette question. Si c'est clair pour tout le monde, on va passer à la question suivante. Mais par contre, si à un moment ou à un autre, quelque chose qui n'est pas clair, surtout vous intervenez les uns et les autres, vous m'arrêtez et je reprends, ou j'approfondis l'explication. Surtout, n'hésitez pas. Alors, cette réaction a été faite dans un mélange de solvants. Alors, il y en a un, c'était le THF, qu'on connaît bien. Et l'autre, c'est quelque chose qu'on connaît moins bien, j'en ai d'ailleurs pas parlé en cours, qui est l'HMPT, dont la structure est représentée néanmoins sur le schéma. Et donc, on demandait à quelle catégorie de solvants le HMPT appartient-il? Alors, qui veut bien répondre? Enfin, moi, je peux encore. Oui. J'ai dit que c'est aprotique. Oui. Et moyennement polaire, j'en suis pas sûre, du coup, avec la polarité. Oui. Alors, c'est un solvant aprotique, ça c'est très clair. Alors, effectivement, la polarité, c'est un solvant polaire, puisque vous avez des liaisons polaires dans cette molécule, elles ont phosphore-oxygène par exemple. C'est même un solvant très polaire, en fait. C'est un solvant très polaire aprotique. Voilà. Alors, c'est moins polaire que l'eau, bien évidemment, beaucoup moins polaire que l'eau, mais ça reste quand même un solvant qui est très polaire et surtout aprotique. Tout à fait. Alors, il y avait ensuite une autre question, la question 1.3. On vous demandait de représenter le mécanisme qui permet d'expliquer la formation de 2. Alors, est-ce que quelqu'un peut partager son écran ou il faut que je le fasse? Monsieur, pour moi, je pense que ça sera plus clair si vous le faites. Ok, ok. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, vous allez quand même me dire un petit peu ce qu'il faut que j'écrive, parce que je veux bien servir de script, mais enfin, bon. Alors, je vais dessiner la molécule. Alors, par contre, c'est pas facile à dessiner, ces molécules-là, sur une tablette. Pof. Alors, attendez, je vais essayer de dessiner correctement. Ouais, je vais y arriver. Je ne suis pas trop mauvais, je commence à y arriver. Alors, OCH3, et puis il doit y avoir une double liaison quelque part. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, j'ai une base, je vais mettre B pour la base, je vais mettre B parce que bon, je ne vais pas écrire le LDA, c'est énorme. Alors, qu'est-ce que je fais? Dites-moi juste oralement ce que je dois faire. Moi, je vais le dessiner. Il y a une réaction acido-basique avec le carbone voisin de l'acétone. Tout à fait. Alors, effectivement, on a une réaction acido-basique. On va expliquer pourquoi après. On va approfondir l'explication. Son sexe, c'est que... Hop, je ne vais peut-être pas écrire tous les détails. Ça ne sert à rien. Bon. Alors, hop, 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 hop. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que cette réaction, elle est favorisée? La charge sur le carbone, elle peut être délocalisée par mésomérie sur l'oxygène. Très bien. Effectivement. Toc. Oui, ça va le faire. J'ai pas oublié de morceau, non. Donc effectivement, on a une charge ici qui est délocalisable sur l'oxygène. Et donc, ça confère au proton ici rouge, là, ça lui confère une certaine acidité, et donc cette déprotonation est possible. D'accord. Alors après, bon, là, j'ai effectivement, vous avez parfaitement raison, fait une réaction acide-base, j'ai tout simplement déprotoné le substrat. Qu'est-ce qui se passe après? Après, il y aura une réaction avec le réactif de Lindlar, je pense.
Avec le Le réactif de Link, là, bon, c'est le organolithien. Ah non, l'organolithien, c'est la base. Ah, ouh là là. Bon, je suis désolé, je pensais que c'était clair. La base, ici, c'est le LDA. Hein. C'est le LDA qui fait ça. Alors, si je dessine le LDA, alors attendez, bon, je vois qu'il y a une confusion. Ah oui, non, j'ai fait que Non, mais voilà, c'est la base, c'est ça. Hein, voilà, hop, faut pas oublier que, voilà, hein, c'est ça qui joue le rôle de base. Hein, voilà, je veux être certain qu'on soit bien d'accord. Bon, non, j'ai pensé que le réactif 2 va réagir avec le lithium, mais c'est pas le cas, apparemment. ah, il y a une chose qu'on n'a toujours pas utilisée, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a une SN2 qui peut être réalisée. Une SN2, tout à fait. Et je ne la redessine pas, mais ça donne la molécule 2. Hein, parce que comme c'est un peu laborieux à dessiner, ça donne effectivement ça donne la molécule 2. Et c'est bien une SN2. Pourquoi c'est une SN2 d'ailleurs? Je ne pas demandé, hein, ce n'est pas demandé, mais je me permets d'ajouter des questions. Parce qu'on était en présence d'une base forte, incomplet, et du plus, on a un solvant aprotique. Alors, on a un solvant aprotique. Alors là, vous avez raison, effectivement. On a un solvant aprotique. Donc, c'est l'une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Et on a un substrat primaire. Alors, ce n'est pas un vrai primaire. C'est un allylique. Oui, un allylique. C'est un allylique. Donc, il m'énerve le truc, là. Alors, c'est un allylique. Et vous avez un bon nucléophile. Donc, vous avez un solvant, un assez bon nucléophile. Vous avez donc, je répète, un solvant aprotique, un substrat allylique, et vous avez un nucléophile très correct. Donc, c'est SN2. Alors, ce que je vous rappelle que les substrats allyliques peuvent donner des SN1 ou des SN2. Ce sont des très bons substrats pour les SN1 et les SN2, et qu'après, tout dépend du solvant, dans ce cas-là, et du nucléophile. Avec un solvant aprotique, c'est SN2, et un solvant protique, c'est plutôt SN1. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ok. Bien, alors, on en a terminé avec la question 1. On va pouvoir passer à la question 2. La question 2, donc, on vous disait, dans le but de convertir la molécule 2, celle dont on vient de traiter la synthèse, en son stéréoisomère 3, c'est-à-dire qu'on fait une inversion de configuration entre 2 et 3, on le fait réagir de nouveau avec ce fameux LDA, et l'intermédiaire obtenu est mis en présence de malonate de diéthyl, dont la structure est représentée dans l'énoncé, et on obtient donc un mélange de 2,3, c'est-à-dire qu'en gros, on a pas à peu près réussi complètement la version de configuration. Et là, il y a deux questions. La première question, c'est qu'on vous dit que le malonate de diéthyl possède un hydrogène acide, donc on vous donne le pKa dans l'eau. On vous demande d'identifier cet hydrogène et d'expliquer l'origine de ce caractère acide. Alors, je vais changer le truc. Donc, je vais déjà le redessiner, et puis après, je vais vous demander effectivement... Alors, ils sont où mes hydrogènes acides? Et pourquoi? Sont sur le carbone central. Ils sont sur le carbone central, ouais. À cause des effets inductifs des deux oxygènes et mésomères, mais là, je ne suis pas sûre. Alors, c'est surtout à cause des effets mésomères, mais c'est surtout à cause des effets mésomères, non pas sur l'acide, mais surtout sur la base conjuguée.
Si vous écrivez la base conjuguée, donc, hop, je simplifie l'écriture. Hein. Ici. Je n'écris pas les formes mésomères, hein, mais donc vous voyez bien qu'il y a deux formes mésomères. Donc effectivement, la base conjuguée du malonate de diéthyle voit sa charge délocalisée à droite et à gauche sur les deux carbonyles, ce qui explique que cette base, hein, je reprends toujours la même explication, mais que cette base conjuguée est fortement stabilisée par un effet mésomère. Et si la base conjuguée est fortement stabilisée par l'effet mésomère, eh bien, ça accroît l'acidité dans le couple acide-base. Alors, est-ce que ça, tout le monde a bien compris? Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? Oui. Je disais que la base conjuguée, donc qui est en rouge ici, elle a sa charge qui est délocalisée. Elle est délocalisée sur les deux carbonyles, à droite et à gauche. La charge étant délocalisée, la base conjuguée est stabilisée. C'est une stabilisation de la base conjuguée par effet mésomère. Si la base conjuguée est stabilisée par effet mésomère, eh bien dans ce cas-là, l'acide, donc le malonate de diéthyle, est davantage, enfin, est effectivement plus acide. Ou a plus tendance à perdre son proton, si vous voulez, à donner son proton, donc il est plus acide. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, si c'est OK, on va pouvoir passer à une question qui était un petit peu plus délicate, c'est la question de 2. On demandait d'expliquer la transformation 2 en 3 et surtout, en fait, de savoir pourquoi, finalement, on arrivait ici à inverser la configuration du carbone. Est-ce que quelqu'un a une proposition, au moins par voie orale, à me donner pour expliquer ça? Puis moi, après, je dessinerai, parce que ce n'est pas forcément une question aisée. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Je commence à dessiner un peu. Alors, attendez. Pendant que vous réfléchissez, mais je pense que ça fait un peu plus de mal là. Alors, hop, il faut tout que je dessine. Ouais, encore que. On va essayer de faire ça proprement. Comment je vais dessiner ça? Je vais faire ça comme ça. Voilà. Alors, je ne dessine pas tout pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à me proposer? Non? Bon. Alors, la molécule 2, quand vous la faites réagir avec le LDA, vous avez encore, pour la même raison que précédemment, donc je vais pas évidemment tout redire. Vous avez l'arrachement d'un atome d'hydrogène sur le carbone qui est à côté du carbonyle, et on obtient un carbanion qui est là encore stabilisé par mésomérie, et dont j'ai écrit une forme mésomère. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que ce carbanion, parce qu'on peut écrire cette forme mésomère, il est plan.
tout ça, c'est dans un plan. Normalement, il y avait une double liaison dans la forme mésomère. Donc, la première étape en présence de LDA, ça c'est le LDA qui fait ça, hein, le LDA, donc il nous amène à ça. Bon, ok. Après, il faut reformer la molécule 3 et la molécule 2. Alors, en fait, ici, on va utiliser les propriétés d'acidité du malonate. Le malonate va redonner un proton. Alors, ça se passe comment? Ben, ça se passe comme ça. Ou comme ça. Vous avez si vous voulez, un carbanion qu'on appelle un énolate ici, qui est plan. Donc la reprotonation par le donneur de protons, qui est le malonate de diéthyl, elle peut se faire par l'une ou l'autre des deux faces. Alors, en fait, si ça se fait à droite, ça va donner la molécule, je ne veux pas dire de bêtises, 3. Et si ça se fait à gauche, je redonne la molécule 2. Est-ce que vous me suivez bien jusque-là? Parce qu'on n'a pas fini l'explication. Hein, selon que le proton, il se fixe par la face de droite ou la face de gauche, je vais obtenir l'un ou l'autre des deux stéréoisomères. S'il arrive par la face de droite, ben, j'obtiens effectivement la molécule souhaitée, c'est-à-dire le stéréoisomère 3. Et puis, s'il se fixe par la face de gauche, je vais retrouver mon produit de départ, c'est-à-dire mon stéréoisomère 2. C'est bon? Oui. Jusque-là, ça va. Alors maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi c'est plus favorable de faire arriver le proton par la droite que par la gauche. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Générale déjà, sans d'ailleurs aller dans le détail. Le détail, je vais m'en occuper. À cause de l'encombrement stérique? C'est un problème d'encombrement stérique. Alors, pourquoi c'est plus encombré à gauche qu'à droite? Parce qu'on a une double liaison à droite et pas à gauche. Non, c'est Oui, plus encombré. C'est ça. Alors, si on veut, c'est ça en fait. Mais si on veut aller un peu plus loin dans l'explication, il faut représenter, enfin, si vous représentez ici, vous avez en fait 4 hydrogènes versus 2 ici. Et donc, de ce fait, les hydrogènes à gauche écrantent un peu la partie gauche de la molécule. La masque, si vous préférez. Hein. Et c'est pour ça que la protonation par la face de gauche est beaucoup moins favorable. Est-ce que tout le monde comprend bien? Ce n'est pas une question facile. Hein. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, à partir de l'encombrement, parce que je crois que j'ai pas trop bien compris. Alors, à gauche, vous avez 4 hydrogènes. À droite, vous en avez 2, c'est les verts, hein, les hydrogènes verts là. Le fait que vous ayez davantage d'hydrogènes à gauche qu'à droite, ça génère davantage d'encombrement stérique.
Ça masque davantage la face de gauche, ou ça bloque, si vous préférez, davantage l'accès à la face de gauche. Et donc, le proton, ben, il a plus tendance à arriver par la face de droite. D'accord, merci. Est-ce que vous avez tous pu noter? Oui? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, on va passer à la question 3. Donc, la question 3, on vous dit que le produit 3 qu'on vient d'obtenir réagit avec le bromure de méthylmagnésium. Donc, après, il y a une hydrolyse. On obtient un composé 4. Ensuite, le 4 il est transformé en 5 par des successions d'étapes qu'on ne verra pas, parce que c'est un peu compliqué. Et le produit 5 ainsi obtenu, donc, est mis en réaction avec de la potasse dans le méthanol pour donner le produit 6. Alors, il y avait 3 questions. La première question, qui était une question, alors une question de cours assez classique finalement, mais ça va nous permettre de réviser. Quelles précautions doit-on prendre lorsqu'on prépare, que l'on fait réagir un argonomagnésium? Alors ça, on n'a rien besoin d'écrire. J'attends vos réponses. Il faut une atmosphère inerte et une absence d'eau. D'accord. Il faut une atmosphère inerte et une absence d'eau. Alors, bon, l'atmosphère inerte, c'est assez immédiat. L'absence d'eau, comment fait-on pour s'assurer qu'il n'y a pas d'eau dans la réaction? On fait chauffer à l'étuve toute la verrerie juste avant. Oui, on sèche la verrerie. Alors, l'étuve, c'est pas terrible, mais enfin, admettons qu'on puisse le faire à l'étuve, effectivement. Je dis que c'est pas terrible parce qu'en fait, ça n'enlève pas bien l'eau, hein, l'étuve. Bon, enfin bon, en admettant qu'il y a mieux que ça. Mais enfin, l'étuve, ça me va quand même. On sèche, en fait, on sèche la verrerie. Allez, peu importe la méthode. On sèche la verrerie. Ensuite, On utilise des solvants anhydres. tout à fait. Et puis, alors si on utilise des solvants anhydres, il faut aussi utiliser des réactifs anhydres. C'est-à-dire, par exemple, ici, il faut que votre molécule 3, elle soit bien, elle ne contienne pas de 3 d'eau, par exemple. Donc, verrerie séchée, réactif anhydre, solvant anhydre, atmosphère inerte. Alors, on demandait ensuite de représenter la structure de 4. Alors ça, je vais être obligé de le faire parce que vous n'allez pas pouvoir me donner la réponse de façon... c'est pas possible. Donc, en fait, là, c'est une réaction. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots comment ça se fait, mais en fait, c'est pas très compliqué. C'est une addition. Oui, d'accord. Hop. Ça, c'est vraiment pas joli. Je vais redessiner ça. C'est horrible. Hop. Voilà, je vais le dessiner comme ça. En fait, c'est une addition nucléophile à un argonomagnésium sur une cétone. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est un alcool. Je vais dire comme d'habitude. Alors, je vais essayer de le dessiner hop, proprement. Donc, ça peut se représenter à peu près comme ça si on veut le dessiner à peu près proprement. Il faut juste que ici, je rajoute l'habillage de mon cycle et c'est OK. Donc, ça, c'est la molécule 4. Hein. Et c'est tout simplement l'addition nucléophile d'un argonomagnésium sur une cétone qu'on a vu et revu de nombreuses fois en cours et en TD. Je n'ai pas une question difficile. Est-ce que c'est possible d'avoir une réaction entre l'organomagnésium et le THF? Ah non, non, pas une réaction. En fait, le THF, souvenez-vous, hein, il stabilise
quand vous représentez un organomagnésiien, d'accord, vous avez quelque chose qui a des propriétés d'acide de Lewis. Et donc, le THF, comme tous les solvants éthérés, il y a la même chose en bas, hein, d'accord, va stabiliser l'organomagnésiien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on utilise des solvants éthérés pour fabriquer les organomagnésiens, parce que ça les stabilise. Mais ce n'est pas une réaction, hein. C'est une stabilisation. D'accord, merci. Monsieur, Oui. comme l'acétone, elle était plan dans la molécule 3, est-ce qu'on n'a pas l'autre alcool où le H3 et le OH sont inversés? Très bonne question. En fait, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous avez ici de l'encombrement stérique, donc le nucléophile, il approche par la droite. Ça répond à votre question? Oui. Alors, je pense que c'est bon pour tout le monde. On va pouvoir passer à la question 3.3. On représenterait un mécanisme permettant d'expliquer la formation de 10 à partir de 5. Oui, c'est ça. Donc, on demandait d'expliquer ce qui se passe entre 5 et 6. Il y avait une aide, hein, quand même. On dit que la base capture un proton acide de 5 et on forme ainsi un intermédiaire qui réalise une addition. Alors, je vais essayer de dessiner. Alors là, franchement, avec la tablette, je vais m'en voir là. C'est déjà pas facile sur une feuille de papier. Alors là, ça va pas être joli ce que je vais dessiner. Vous me pardonnerez, hein. Voilà. Ce que j'ai pas oublié. Alors, je pense que j'ai un carbone de trop. Comment je vais dessiner ça? Je vais le dessiner comme ça. Je vais essayer de dessiner ça le moins mal possible. D'accord. Là, je pense que c'est bon, ça. J'ai juste vérifié que j'écris pas de bêtises. Oui, ça c'est bon. Là, hop, ça passe devant. Oh, bah, c'est pas si mal. Bon, c'est pas très joli, mais il y a tous les carbones. Il y a tout. Ouais. Alors, bon. Ça ira. On va dire que ça va. Alors, qu'est-ce que je fais là? Si vous voulez, monsieur, je peux partager mon écran. Ah, bah, alors allez-y. Du coup, c'est bon. Attendez, je vais juste arrêter mon partage d'écran. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Allez-y. Alors. Ok. Bien. Alors. Là, il y a quelque chose qui... il y a du bien et du pas bien. Ouais. C'est intéressant. Alors, vous avez fait une chose qui est tout à fait bien, c'est que vous avez pris la potasse, donc OH-, et vous avez arraché un proton qui est à côté du carbonyle. Alors ça, c'est très bien, puisqu'effectivement, ce proton est relativement acide. Il est relativement acide, et donc on obtient, si vous voulez, un carbanion qui est stabilisé. Ça me va parfaitement. Okay. Il y a autre chose qui me gêne, par contre, c'est que vous avez mis en même temps un OH- et une espèce protonée de l'éthanol. Ah bah oui. Ouais. Et là, ça ne peut pas le faire. C'est vrai que ça va être compliqué. Alors, en même temps, ça a des fois des limites, hein. Ouais. Alors, donc effectivement, vous n'avez pas besoin en fait de cette source de protons à ce stade-là. C'est-à-dire que le fait que vous ayez des protonés à côté du carbonyle, ça vous donne un bon nucléophile. Et ce bon nucléophile peut aller attaquer directement l'acétone qui est en haut, sans avoir besoin de la protoner. D'accord. Comprenez? Donc, ok. Alors, je veux bien, mais après, du coup, s'il attaque, il est ok. Bon, je vous laisse peut-être la main maintenant, puisque du coup, bah, c'est pas vraiment bon ce que j'ai fait. Donc, c'était en partie bon. Ouais, alors, il y a vraiment une chose à laquelle, et ça, je l'ai vu quelquefois dans les exercices que vous me déposiez sur Moodle. Vous ne pouvez pas avoir en même temps un acide fort et une base forte dans le même milieu réactionnel.
Ouais. De toute façon, ils vont se détruire, hein, s'autodétruire. Donc, c'est pas possible. Alors, est-ce que vous pouvez départager l'écran parce que on Ah oui, ne peut excuse-moi. pas partager l'écran tous les deux en même temps. Voilà. Voilà. Alors, donc, si je reprends cette affaire-là, ouais. Donc, ce qui se passe, alors je vais le redessiner. Ça sera peut-être plus joli du coup cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était pas terrible ce que j'avais dessiné quand même. D'accord. Donc là, j'avais une cétone. Là, pardon. Voilà. Ouais, c'est quand même plus joli cette fois-ci. Bon. Donc, ce que vous avez fait, vous, et c'était bon, c'est que vous avez effectivement déprotonné ici. Hein. Ça, je reprends ce que vous avez fait. Ça, c'était très bien. Il manque le médecine ici. Bon. Vous avez déprotoné ici. Et donc là, ça suffit. Ce qui se passe après, bah, vous faites une addition nucléophile sur le carbonyle qui est en haut. Et puis, alors, ça va vous donner, alors, c'est de plus en plus difficile à dessiner, ça va vous donner ça. Alors, je vais tout dessiner parce que c'est une question qui n'était pas triviale. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Hop, hop, hop. Alors, je reprends, je redessine comme c'est dessiné dans le polycopier de façon. Alors, il me manque un truc ici. C'est ça. Je pense. Ah oui, alors là, ça va être difficile. Alors, il y a une autre liaison ici. Voilà. Alors, donc, on obtient quelque chose comme ça. Je pense que c'est correct. Hein. Oui, c'est ça. Et la seule chose qui restait ici à faire ici, c'est que tout simplement, vous avez du solvant en fait dans le milieu réactionnel, donc qui est le méthanol. Non, la flèche, elle n'est pas jolie. Ça va sur l'oxygène. Et donc, ça, bah, après reprotonation, on obtenait la molécule 6. Voilà. Monsieur, Oui. vous pouvez réexpliquer s'il vous plaît, je suis un peu perdue là. Vous êtes perdu. Donc, alors, c'est pas grave. Donc, la molécule 5, je reprends même de la molécule 5. En présence d'OH-, c'est ce que votre camarade avait écrit, on déprotonne, en fait, on déprotonne à ce niveau-là. Le carbone ici, qui est à côté, en fait, du carbonyle, qui est plus acide, d'accord, qui présente des protons plus acides et déprotonés pour donner ce carbanion. D'accord? Jusque-là, ça va? Déjà beaucoup mieux. Bon. Ensuite, le carbanion qu'on a obtenu ici, c'est un nucléophile. Il va réaliser une addition nucléophile sur le carbonyle que je suis en train d'entourer en jaune ici. Donc, c'est l'addition nucléophile d'un carbanion qui est un nucléophile sur un carbonyle qui est un électrophile, comme on l'a vu en cours. Ça va? Oui, maintenant ça va mieux. On obtient ici un alcoolate, que j'entoure en jaune ici. L'alcoolate, c'est une espèce basique qui va réaliser une réaction acide-base avec le méthanol, qui est un alcool, qui est un solvant protique, donc il peut donner un proton. Donc c'est une réaction acide-base, donc qui va redonner la molécule 6. Monsieur, Oui. en fait, j'ai l'impression qu'il vous manque des carbones parce que... Ah, il me manque des carbones. Alors, attendez, vous me dites qu'il me manque des carbones. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va te donner la même Ah, molécule. mais si, il me manque un carbone, vous avez raison, vous avez raison. Toc, 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 toc. Toc, toc. C'est pour ça qu'elle n'était pas jolie, ma molécule, c'est qu'il me manquait un carbone. Oui, oui, il me manquait un carbone, vous avez raison. Ouais. Et là, je pense que c'est bon, je revérifie tout. Hein. Ouais, là, je pense que c'est bon. On est d'accord, mademoiselle? Il me manquait un carbone en haut. Oui. Merci. Merci.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? C'est bon pour moi en tout cas. Ok, alors, on va pouvoir faire la question 4, au moins la question 4. Alors, désolé, je ne suis pas malade, hein, c'est à force de parler, ne vous inquiétez pas. La question 4, donc la molécule 6 était transformée en présence d'H+, et au chauffage en produit 7. Celui-ci ensuite est transformé en produit 8 par des réactions qu'on n'a pas étudiées parce que c'était un peu hors programme. Et ensuite, on obtient une molécule 9 avec un réactif A qu'il va falloir définir. Et à la fin, on faisait un traitement avec l'hydrure mixte d'aluminium et de lithium. Et donc, il y avait 3 questions. La première question, c'était de représenter la molécule 7. Alors, je ne veux pas tout redessiner parce que ça prend à chaque fois un temps délirant. Alors, la molécule 7, par contre, moi, ce que je vais vous demander, je vais redessiner la molécule 6, parce que je suis presque, hein, molécule 6, la molécule 6, tac, 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 voilà, la molécule 6, c'est ça. Donc, j'ai redessiné la molécule 6 telle qu'elle était dans le polycopier, et donc là, eh bien, on vous disait H+, chauffage. Alors, moi, ce que je vais déjà vous demander, c'est c'est quoi comme type de mécanisme? Ici, qu'est-ce qu'on obtient? C'est un mécanisme d'élimination et là c'est la déshydratation d'un alcool en alcène. C'est la déshydratation d'un alcool en alcène. Donc, je ne vais pas tout redessiner. Je vais dessiner ce qu'on obtient. La différence, c'est qu'en fait, on obtient ça. Ça s'en va. Et donc là, on a la molécule 7. C'est effectivement, c'est un mécanisme E1. Parce qu'on a un alcool tertiaire en milieu acide et qu'on chauffe, on a un mécanisme E1 qui permet d'obtenir effectivement donc la molécule 7 qui est un alcène. Merci, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la double liaison elle va se mettre là et pas de l'autre côté? Alors, ça, c'est une excellente question parce qu'effectivement, on pourrait très bien imaginer qu'elle se mette en bas, ici par exemple. C'est certainement pour des contraintes géométriques. C'est-à-dire que là, si on essaie de construire la molécule en dessinant une double liaison en jaune, là, j'ai mis en pointillé, ça ne va pas le faire, ça va casser. Ah, alors, bon, je ne l'ai pas vérifié, mais intuitivement, pour moi, si vous voulez, on n'arrive pas, on n'arrive pas à respecter les angles de liaison si on dessine la double liaison vers le bas. Voilà. Alors, vous pouviez le savoir, hein, vous pouviez le savoir avec enfin, on pouvait le savoir quand on résolvait le problème à partir de la structure de la molécule 8. Hein. L'indication, elle était là. Si on n'a pas l'expérience ou si on n'a pas un modèle moléculaire pour construire la molécule, on pouvait le deviner à partir de la molécule 8. Mais c'est des contraintes d'angle de liaison, clairement. D'accord, merci. Ah, le réactif A, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez oublié une question, je crois, monsieur. Il fallait trouver la molécule 10 aussi. Ouais, d'accord, mais je vais faire dans l'ordre alors. Ouais, d'accord, je vais dessiner la molécule 10 après. Non, mais vous avez raison. Hein. Mais je vais aller dans l'ordre, en fait, pas des questions, mais de l'ordre de la réaction. Ok, moi en tout cas en réactif A, j'ai dit que ça faisait une réaction de Wittig, et donc du coup c'était un pH3P avec juste un alcène et des H. Oui, tout à fait. Donc c'est une réaction de Wittig. Alors, je pense qu'on dit Wittig, hein, parce qu'il était allemand. Hein. Ah ok. C'est pas grave. Hein. C'est effectivement une réaction de Wittig, et donc c'est un phosphorane, hein, ou hydrure de phosphore, comme vous voulez, hein, qui a cette structure-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait? Ah, bah la molécule 10. Ouais, molécule 10. Ou sinon, je crois qu'après, il y a le mécanisme d'élimination à faire.
Ah oui, mais c'est un mécanisme E1. Moi, je veux bien vous le représenter, le Ouais, mécanisme bah oui. E1, mais enfin, c'est une E1, hein, c'est toujours Ouais, pareil, on ok. fait un carbocation, etc., etc. En fait, je Mm. l'ai mis en E1, quoi. Après, je vous renvoie au cours hein, pour représenter le mécanisme E1. Ok. Alors, la molécule 10. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe entre 9 et 10 alors? Alors, je suis allé regarder un peu sur Internet. J'ai vu que LiAlH4, c'était quelque chose qui réagissait avec les cétones pour donner un alcool. Ouais. Donc, du Alors, coup, une remarque en passant, j'étais pas obligé d'aller sur Internet parce que c'était dans le cours, ça. ah, ok. Bon, c'est pas Ok, grave. bah, je Je vous en veux l'ai pas pas. vu. Je vous en veux Euh, pas. Donc, oui, ça réduisait. Effectivement, c'est un réducteur. Hein. C'est un réducteur. Et donc, c'est effectivement la réduction d'une cétone, ça donne un un alcool. alcool. Donc, alors, effectivement, hop, hop, je ne veux pas tout réécrire. Hein. C'est pas. Et donc, la molécule 10, c'est celle-ci. C'est cet alcool. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ce stéréoisomère-là? Parce que j'ai regardé la molécule 11 dont dérive la molécule 10. Et c'est ce qui m'a donné la stéréochimie, effectivement, de la molécule 10. Bon, sachant qu'on obtient 10 et puis un 10'. Hein, dans la réaction, ce n'est pas complètement stéréosélectif. Hein. Voilà. Mais je pense que le 10 est majoritaire, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Ok. Alors, il restait normalement la question 5. Je ne peux pas déborder aujourd'hui. J'ai un rendez-vous avec le directeur de Sciences Po, donc je n'ai pas le temps de déborder du cours. Et comme la question 5, c'est un peu compliqué, ce que je vous propose, c'est que la question 5, je la corrigerai au prochain TD. Ça vous va? Ok, Parce ouais, qu'elle est un peu c'est coton, la question 5. Et donc, si je vais vite, vous n'allez rien comprendre. ouais, bah,